Alors bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo concernant le sujet sur la paix intérieure. Il me semblait en fait nécessaire de revenir sur les mécanismes qui permettent à la paix intérieure de s'installer, mais aussi les mécanismes qui empêchent évidemment cette même paix de s'installer, l'un allant avec l'autre. Pourquoi cette vidéo sur la paix intérieure? Parce que je me rends compte souvent lors de la prise en charge de la souffrance des personnes que celles-ci souvent viennent à me dire qu'elles essayent en effet d'apaiser leur stress ou leurs angoisses ou leurs souffrances en faisant des séances de relaxation, en allant se promener dans les bois, bref, peu importe en fait le moyen qu'on utilise pour atténuer en effet le dose de stress ou d'angoisse, voire même l'utilisation de médicaments d'anxiolytiques pour y arriver. Et souvent, les gens pensent qu'en se relaxant, se détendant, en fait cela suffit finalement à trouver l'apaisement. Alors l'apaisement, oui, l'apaisement est bien souvent, enfin dans la plupart des cas relativement trouvé, mais il y a une différence entre la paix intérieure et l'apaisement. L'apaisement est quelque chose de momentané, alors que les mécanismes qui amènent à la paix intérieure sont des mécanismes qui à la longue deviennent durables. D'abord, enfin, c'est un mécanisme qui croît, donc qui dit croissance dit quelque part montée en puissance de cette paix de manière croissante, et il y a l'idée aussi dans la paix intérieure que c'est quelque chose qui n'est pas momentané mais qui finit par s'installer durablement. Voilà. Alors que l'apaisement peut être quelque chose de très momentané, mais finalement le problème de fond n'est pas réglé. Or souvent les gens essayent de régler les problèmes en s'attaquant surtout aux conséquences et jamais à la cause. Donc si je suis stressé, je vais faire en sorte de respirer profondément, de m'asseoir en tailleur ou de m'allonger, et puis de respirer, et puis de faire des exercices pour contrôler ma respiration, pour pouvoir trouver cet apaisement. Alors que les clés, les mécanismes de la paix intérieure, en fait, s'attaquent à la cause, c'est-à-dire à la raison, sur les facteurs qui font que vous êtes stressé, en état de stress. Et souvent, les gens confondent avec l'idée que vous êtes en état de stress, on est en état de stress à cause d'une situation à venir ou présente, et donc les gens pensent que la cause est essentiellement liée aux événements ou aux faits, alors qu'en réalité c'est la vision qu'on a des faits ou des expériences à venir ou des expériences présentes qui en est réellement la cause. Donc c'est pour ça que les gens se trompent souvent de but quand ils tentent de trouver l'apaisement, parce que non seulement en fait ils font des exercices qui n'ont pour but que, enfin pour résultat surtout que de trouver un apaisement temporaire, mais en plus les gens rentrent dans la confusion en s'imaginant que
leur état de stress ou d'angoisse est dû à une situation à venir ou présente. Alors qu'en réalité, les angoisses, l'état d'angoisse, l'état de stress, l'état d'anxiété, voire même jusqu'à la souffrance psychologique, ne sont pas des facteurs dus aux événements ni aux faits, mais bien à la manière dont on les considère. Et ceci a une importance évidemment capitale pour la suite. Parce que si on part du principe qu'en effet c'est la vision qu'on a de l'expérience à venir ou présente ou passée, il est évident que si on change cette vision, si on change notre perception de l'expérience, il y a de fortes chances que l'état de stress disparaisse. Si la personne qui sait que demain elle a un entretien d'embauche, mais n'est pas sûre d'elle-même parce que ne se connaît pas suffisamment, ne sait pas qui elle est suffisamment, donc émet des doutes quant à ses capacités, émet des doutes quant à l'image qu'elle a d'elle-même. C'est évident que cette personne-là, se présentant devant un DRH ou un patron, va avoir beaucoup plus de mal à gérer ses propres difficultés, en plus de devoir gérer l'entretien en lui-même. Alors qu'une personne qui a une bonne image d'elle-même, qui n'a finalement pas de doute sur ses capacités, ni sur ses qualités, celle-là, en fait, cette personne-là, en fait, sera détendue et n'aura plus qu'à gérer l'entretien lui-même. Mais en tout état de cause, entre quelqu'un qui vit la même expérience en état de stress parce qu'il y a un doute ou plusieurs, et la personne qui, elle, vit ce même entretien alors qu'elle est détendue parce qu'il n'y a que très peu de doutes, voire aucun, il est évident que dans les deux cas, c'est pas l'expérience en effet en elle-même qui est représentative d'un état de stress, mais bien la manière dont la personne se considère elle-même et considère aussi l'expérience présente ou à venir. Voilà, ça me semblait important de resituer le contexte et les notions entre la différence de notions entre l'apaisement et la paix intérieure et surtout les sources d'où viennent réellement le stress, l'anxiété, l'angoisse, pour ne pas se tromper de cible. Pourquoi certains sont très à l'aise à l'idée de prendre des cours de conduite et pourquoi d'autres échouent après X examens. C'est bien parce que la différence, c'est non pas un problème de capacité, c'est-à-dire chaque être humain est capable en effet d'apprendre quelque chose. C'est juste une question de temps pour certains, mais ils y arrivent. Ce qui prolonge en effet le facteur temps, au point même d'arriver à l'échec, c'est bien les mécanismes de doute qui s'installent quant à l'idée, quant à l'image que la personne se fait d'elle-même, quant à l'idée des capacités que la personne se fait d'elle-même aussi. C'est bien ça en fait qui est vraiment le réel facteur et le réel problème dans l'histoire. Donc voilà, ça c'est très important parce que souvent les gens s'imaginent que le stress, l'angoisse, l'anxiété, la souffrance est due à une expérience passée, présente ou future, alors qu'en réalité c'est plus lié à la manière dont on perçoit les choses, et essentiellement la manière dont on se perçoit aussi vis-à-vis des choses ou des autres. Voilà. Ça c'était important pour moi à resituer, c'est même essentiel puisque les mécanismes de la paix intérieure en fait reposent essentiellement sur ces principes. Il y a d'autres
mécanismes importants à savoir, d'autres principes importants à savoir, est que le moi, le mental, l'ego, enfin, pour moi c'est la même chose. Alors je sais que certains vont se dire pourquoi est-ce qu'il fait l'amalgame entre le mental, le moi et l'ego, alors que certains disent que le mental c'est ceci, le moi c'est cela, l'ego c'est voilà. Enfin bon, parce que je pars du principe que suivant, que le moi, le mental ou l'ego ne sont en réalité qu'une seule et même chose, définie par plusieurs mots, et je définirais le moi, le mental ou l'ego comme une somme de pensées qui se sont accumulées par le passé, dès l'enfance, à propos en effet de qui vous êtes, ce que vous devriez être et la manière dont vous devez vous conduire. À partir du moment où en effet il y a l'idée d'un conditionnement, à savoir vous êtes né dans un corps masculin ou féminin, donc vous commencez à vous définir par je suis un homme ou je suis une femme, j'ai tel prénom, je suis né à tel endroit. Tout ça, ça fait partie pour moi d'un mécanisme, du début d'un mécanisme de pensée qui s'accumule, d'identification, d'attachement, qui s'entassent les unes après les autres et qui interfèrent et interviennent en effet, notamment lors d'expériences de notre vie. C'est pour ça que je dis que le mental, le moi et l'ego ne sont qu'un empilement de pensées qui nous représentent et nous définissent. Voilà, tout simplement. Et si je suis une femme et que j'ai vécu une expérience plutôt valorisante dans mon enfance parce que j'ai fait du sport, j'ai fait de la lutte ou je ne sais pas trop quoi, enfin peu importe en fait ce que j'ai fait, mais qui m'a donné une image de moi valorisante, eh bien quand j'aurai beaucoup plus de capacité à pouvoir me positionner par rapport aux hommes, par rapport à la compétition, etc. Et alors que si je suis la même personne, c'est-à-dire une femme, mais qui est née dans un environnement où j'ai subi des humiliations, il est évident que ça génère en effet par la suite une image assez dégradée, dévalorisée de soi, et ce qui fait que face aux relations masculines, forcément je vais avoir tendance à me comporter différemment et toujours éventuellement dans un esprit de soumission, ou au contraire de rébellion. Tout dépend en fait comment la personne va s'arranger pour gérer ça. Mais l'idée c'est qu'à la base c'est que j'ai été dévalorisé et par conséquent j'ai le sentiment de toujours devoir regagner quelque chose que je n'ai plus, alors qu'en réalité tout ça, ça n'est qu'une somme de pensées. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on ait une image valorisée de soi ou dévalorisée de soi, de toute manière le résultat est le même. Il y en a dans un cas qui va le vivre comme il faut, enfin agréablement, puisque son image sera valorisée et du coup ça lui posera beaucoup moins de soucis dans ses relations aux autres, alors que l'autre aura une image dévalorisée et celle-là lui posera davantage de problèmes dans sa relation aux autres. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, la personne s'identifie à quelque chose. Alors dans un cas, comme c'est positif, bah, c'est plutôt porteur. Et finalement, la personne aura tendance à vivre les relations aux autres de manière beaucoup plus sereine. Dans l'autre cas, ça n'est pas du tout porteur, puisque c'est une forme de malveillance avec soi-même. Et par conséquent,
comment dire, une souffrance supplémentaire qu'il va falloir gérer et, et, comment dire, oui, tout simplement gérer, voilà. Donc pour moi, pour revenir à l'histoire de l'ego, du mental et du moi, c'est juste en effet pour moi une somme, une grosse somme de pensées à propos de qui on est, de la manière dont on doit se comporter, de la manière aussi dont on doit agir, les choix qu'on doit faire dans sa vie. Donc c'est tout ça en fait, pour moi, l'ego, le mental ou le moi. C'est n'est juste qu'une forme, une somme de pensées et d'identification à propos de qui on est. Et ceci est important parce que quand on comprend que cette somme de pensées n'est que le conditionnement depuis tout jeune, depuis l'instant où on vous a donné un prénom, on vous a donné, on a donné un sexe à votre corps, c'est-à-dire que votre corps est un corps féminin ou masculin. Après, forcément, il y a des lignes de conduite à tenir sociales qui sont que vous devez vous comporter comme ça si vous êtes un homme ou comme ça si vous êtes une femme. Et si je ne fais pas ça, pour qui je passe? Et si je fais ça, si je m'aventure à faire ça, pour qui je passe aussi? Voilà, c'est tout un comportement au niveau relationnel, au niveau social. C'est tout un conditionnement aussi lié à l'attitude des parents, où souvent on trouve des modèles et on tente de s'identifier aux modèles ou au contraire on les rejette. Quoi qu'il en soit, rejet ou identification au modèle, de toute façon, l'un comme l'autre ne sont que des répétitions mécaniques d'un modèle donné. Et tout ça encore parce que ça se tient à travers des croyances, des pensées qui se sont accumulées au fur et à mesure du temps, des conclusions qui ont eu lieu aussi au fur et à mesure des expériences. Finalement je suis ceci ou je ne suis pas cela. Et ça contribue en effet à ce fameux conditionnement, aux croyances à propos de qui nous sommes, de qui nous croyons être. Et c'est pour ça qu'encore une fois je dis que l'ego, le moi, n'est que un réservoir en fait de pensées à propos de la manière dont nous devons nous tenir, de la manière dont nous devons nous comporter, agir, penser, etc. etc. Voilà, ça c'était aussi un détail assez important à donner. Donc maintenant je voulais en venir au mécanisme de la paix intérieure. Je voulais en venir notamment au fait que le moi, donc ce fameux mental ou ego, a deux manières de fonctionner. Le moi ou le mental, ou l'ego, a tendance de manière systématique à aller s'aventurer soit dans le passé, soit à s'aventurer dans le futur. Ça, c'est un mécanisme répétitif du mental. Voilà, et il fonctionne souvent sous forme de regret ou d'attente. Donc, alors, regret, c'est forcément au passé, par rapport au passé. Attente, c'est forcément par rapport au futur. Il peut fonctionner sous forme aussi de comment dire, d'attente, oui, d'attente, ça j'ai déjà dit, de désir, d'espoir et puis comment dire, où là encore il y a une projection dans le futur. Quoi qu'il en soit, le propre du moi ou le propre du mental, c'est de ne jamais pouvoir être dans la capacité de vivre le moment présent. Il est soit sans cesse dans une projection liée au futur, soit dans comment dire, une attitude où il va repiocher dans le passé ce qui s'est passé. Il n'est jamais
sa nature profonde, la nature profonde du moi et du mental n'est jamais dans sa capacité à vivre le moment présent, jamais. Et pourtant, paix intérieure et moment présent, en fait, sont indissociables. C'est extrêmement important de savoir ça. Mais ce n'est pas la nature du moi. Alors, pourquoi en effet il est important, notamment de savoir méditer, c'est pas dans le but, encore une fois, d'attendre quelque chose en retour, et c'est là où souvent certains ratent l'exercice de la méditation, ou le but. Le but n'est pas de récupérer quelque chose de cette méditation. Donc ceux qui commencent à avoir des attentes en méditant, ceux-là très souvent en fait finissent par abandonner ou alors s'agacer de voir que rien n'arrive parce que l'attente n'est pas nourrie. Donc on voit bien qu'en effet, dès lors que j'entreprends quelque chose, l'être humain entreprend quelque chose, il est dans systématiquement dans cette forme d'attente. Il souhaite toujours obtenir un résultat de ce qu'il entreprend. Et le résultat, il y a toujours un résultat. Il y a toujours des conséquences de toute façon par rapport à ce qu'on entreprend. Mais le fait d'attendre, d'être dans l'attente de ce résultat, en fait, crée en soi une tension. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent peut-être mal la méditation. La méditation, le seul but de la méditation pour moi, c'est d'expanser la conscience et de pouvoir maintenir l'attention dans le moment présent. Ça, c'est un des facteurs qui permettent en effet à la paix intérieure de s'installer. Mais ce n'est pas le seul, mais c'est un des premiers facteurs. Dès lors qu'on s'aperçoit, qu'on prend conscience que le mental ou l'ego est sans arrêt dans une course en avant dans le futur, que ce soit une course en avant espérée ou redoutée, avec les fameux, comment dire, les fameuses peurs, entre espoir et peur, entre attente et regret, on voit bien qu'en effet l'ego, en effet, le moi, fonctionne tout le temps dans ces mécanismes-là. Que ce soit après par rapport au passé, on s'accroche à des souvenirs heureux, ou au contraire on s'accroche à des souvenirs malheureux, et on voit bien là encore que le mental ne vit pas le moment présent, est toujours dans un espèce, pour moi, de labyrinthe, des couloirs imbriqués les uns dans les autres, où le mental, le moi erre sans arrêt. Et j'allais dire alimente d'autant en fait son angoisse, son anxiété et sa souffrance. Donc pour moi, l'un des premiers facteurs de la paix intérieure, c'est savoir maintenir son attention dans le moment présent, c'est savoir être capable de diriger en effet son attention ici et maintenant. Ça, c'est pour moi une des clés importantes de la paix intérieure. Et la méditation aide à pouvoir s'exercer, en fait, à maintenir cette attention dans le moment présent. La méditation aide à pouvoir expanser cette conscience de manière croissante, de façon en effet à ce que l'omniprésence du moi, l'omniprésence du mental commence à diminuer. Ce qui est important, parce que il y a l'idée qu'encore une fois, étant donné que le mental ou le moi est dans un mécanisme de toujours naviguer entre futur et passé, tout ceci se fait de manière encore plus automatique et mécanique, donc inconsciente,
dès lors qu'en effet on ne pratique pas cette méditation. C'est-à-dire que le mécanisme se fait, j'allais dire quasiment, pour reprendre une phrase assez rigolote, à la suite de son plein gré. Mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et pour moi, le mécanisme de la méditation va permettre en effet, alors non pas de ralentir ce fameux, comment dire, l'automatisme du mental et du moi, hein, qui est toujours de courir entre passé et futur, mais va permettre en effet d'être de plus en plus conscient de ce mécanisme, mais aussi d'être de plus en plus conscient de la nature des pensées incluses dans ce mécanisme. C'est comme si finalement la méditation permettait de rendre un espèce de brouhaha quotidien quasi imperceptible. C'est comme si en fait la méditation commençait en fait à rendre perceptible, de plus en plus perceptible en fait ces fameux mécanismes de pensée qui au départ étaient s'enchaînaient en fait sans même que l'on puisse justement en avoir conscience. Donc voilà, ça c'est pour moi un des facteurs importants des mécanismes de la paix qui concourent à la paix intérieure. C'est cette capacité à rester dans le moment présent, cette capacité à figer son attention dans le moment présent. Voilà, donc ça c'est une des clés importantes. L'autre clé importante évidemment se situe dans la nature, sur la nature même en fait des pensées, puisque encore une fois, comme je l'ai dit, entre futur et passé, le mental, le moi ne cesse de courir dans les deux sens, de se projeter, d'attendre, d'espérer, d'avoir peur, d'avoir des regrets. Tout ça, ça fait partie en effet des mécanismes de l'ego et qui engendrent évidemment de la souffrance. Et le deuxième mécanisme important finalement pour installer cette paix profonde, c'est de commencer à regarder la nature de nos pensées les plus profondes et celles en effet auxquelles on croit le plus, celles auxquelles on adhère énormément. Parce que finalement, il y a beaucoup de pensées tous les jours qui nous assaillent. Oh tiens, il pleut, je dois aller faire des courses, je dois téléphoner à un tel, il ne faut pas que j'oublie d'eux. Hier, on m'a dit que, il faut que je fasse que. Tout ça, c'est des pensées en effet qui sont liées au quotidien. Il faut que je pense de faire la vaisselle, il faut que je termine le courrier que j'ai commencé à rédiger, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, il faut que je rapporte la voiture au garage. Tout ça, ce sont des pensées qu'on a au quotidien qui, en effet, reviennent de temps en temps dans notre tête, mais simplement parce qu'elles ont un but utile pour simplement nous rappeler ce que nous avons à faire. Et puis, il y a ce que j'appelle les pensées beaucoup plus profondes et récurrentes, les croyances, c'est-à-dire les pensées pour lesquelles nous nourrissons une importance beaucoup plus cruciale. Et c'est celles-là en fait qui sont pour moi les plus importantes à dénicher. Et c'est pour ça que l'exercice de la méditation est important, puisque en permettant de fixer notre attention dans le moment présent, nous sommes davantage enclins à pouvoir percevoir quelles sont ces pensées de fond qui nous concernent. Si nous sommes capables de pouvoir commencer à percevoir ces pensées de fond qui nous concernent l'avenir ou qui concernent le passé, nous sommes beaucoup plus dans la possibilité de pouvoir commencer, au-delà de les percevoir, en fait, de les réinterroger. Dans un mécanisme qui est inconscient, en fait, nous ne sommes pas capables de percevoir ces fameuses pensées.
Et donc elle tourne en boucle comme quelque chose, comme un brouhaha assez sourd, sans que nous puissions en effet les isoler. Une fois qu'on a pu isoler certaines pensées importantes nous concernant ou concernant certains aspects de nos vies, c'est ces pensées-là en fait qu'il va être important d'isoler et de commencer à regarder ça sous la loupe. Et c'est là où le deuxième mécanisme de la paix intérieure s'amorce, c'est-à-dire que dès lors qu'on a repéré une pensée qui était importante, une croyance importante à propos de nous, à propos des autres, à propos de la vie, à propos de notre vie, à propos de ce qu'on a vécu, ou à propos de ce que l'on va vivre, c'est ici le point important où il faut s'arrêter. Il faut pouvoir être capable de mettre cette pensée sur une feuille et de commencer en fait non plus à y adhérer inconditionnellement, mais plutôt de commencer à apprendre à remettre en question la croyance en question. C'est un point qui est aussi important que le fait de savoir mettre en place dans sa vie les mécanismes de la méditation. Parce que le fait d'être en capacité de pouvoir remettre en question notre pensée est en soi un art de vivre. Pourquoi? Parce que l'ensemble des pensées jusqu'ici dans notre vie était vécue comme une conclusion qui était comme reconnue et admise. Or, même si cette pensée, curieusement, est source de souffrance, on continue malgré tout à l'alimenter en se disant oui, les choses se sont passées comme ça, donc j'en ai compris ça, et souvent les individus en fait ne réinterrogent pas le fond de leur pensée, la manière dont ils ont perçu les événements, la manière dont ils se sont aussi perçus à travers les événements ou à travers les expériences, et la manière dont ils ont perçu les autres aussi à travers une expérience. Dès lors qu'on continue à abonder dans le sens de la pensée, et donc quand je dis abonder, ça veut dire continuer à croire cette pensée, en fait, curieusement, nous entretenons la souffrance qui est sous-jacente. Et c'est là le deuxième mécanisme le plus important lié à la paix intérieure, c'est que c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'idée que le moi, le mental ou l'ego n'était qu'une somme de pensées. C'est parce que dès lors que nous sommes dans la capacité non plus à continuer à abonder dans le sens de nos croyances, mais à commencer tout simplement à les remettre en question, à douter de ces fameuses certitudes, de ces fameuses conclusions, dès lors que nous sommes capables de faire ça, alors nous commençons à, j'allais dire, rentrer dans cette forme de souplesse qui va nous permettre justement de pouvoir commencer à douter à propos des conclusions que l'on a tirées à propos de nous, à propos des autres, à propos du passé, ou à propos des expériences. Et c'est en ça que c'est important. Pour ma part, souvent, quand quelqu'un vient me voir et me dit « voilà, j'ai vécu telle expérience et j'en ai conclu telle et telle chose à propos de moi, telle et telle chose à propos de la vie », bien souvent, je lui pose la question suivante, et souvent c'est la première question, je lui dis « est-ce quand vous croyez ceci, est-ce que ceci vous libère ou vous enferme ? Est-ce que cette pensée fait de vous une personne
limitée, ou une personne qui au contraire va pouvoir, j'allais dire, expanser son potentiel. Voilà, donc c'est souvent les premières questions que je pose. Est-ce que cette pensée que je suis en train de ruminer, est-ce que cette croyance à propos de moi, à propos d'une expérience ou à propos de quelqu'un, est-ce que cette pensée que j'alimente est une pensée qui me limite ou une pensée qui au contraire expanse mon potentiel, ou est-ce que cette pensée m'enferme ou au contraire me libère? Évidemment, si elle m'enferme et me limite, il y a de fortes chances que la conclusion soit fausse, que la pensée ou la croyance soit totalement fausse. Alors que si vous avez une pensée à propos de vous, à propos de quelqu'un d'autre, d'une expérience qui vous libère et qui vous permet d'aller au-delà de ce que vous êtes, et de qui vous êtes, et d'aller au-delà de vos capacités, alors c'est une pensée qui a plus de chances d'être vraie pour vous, et qui vous libère et vous permet d'aller au-delà. Donc c'est un repère important, parce que dès lors que vous avez une pensée ou une croyance ou une conclusion ou une certitude à propos de quelque chose lié à vous-même ou à quelqu'un d'autre ou à une expérience, dès lors qu'en effet cette pensée dès lors que vous vous sentez enfermé dans cette pensée, dès lors que vous vous sentez diminué à cause de cette croyance ou cette conclusion, il y a de fortes chances, c'est des indices en fait majeurs qui vous demandent en fait de remettre en question cette pensée. Et c'est en sachant remettre en question la pensée, curieusement, qu'on fait un pas de plus vers la libération intérieure, dans le sens où on cesse d'alimenter et d'abonder dans le sens de cette pensée, de cette croyance et de cette conclusion. Et c'est ces deux mécanismes finalement qui sont hyper importants pour la paix intérieure. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans on n'est plus dans l'idée de jongler avec notre stress ou notre angoisse, dans le sens où on n'essaye plus d'essayer de la calmer d'une manière ou d'une autre par des exercices. On est dans on est dans l'exploration en fait des racines de l'angoisse ou de l'anxiété. On va réinterroger les pensées ou les conclusions, les croyances que l'on a à propos de soi, à propos d'une expérience ou à propos de quelqu'un d'autre, au lieu de continuer tout simplement à les nourrir et à abonder dans ce sens-là. Et c'est très important, parce que si vous pourquoi j'ai prononcé le mot nourrir, c'est parce que ceci fait partie du troisième principe important. La vie, les principes de la vie sur Terre en tous les cas, dans notre dimension à nous, elle est basée sur naissance, croissance, mort. C'est comme ça pour tout, c'est comme ça pour notre vie. Naissance, nous naissons, nous croissons, nous nous développons, et puis ensuite vient la décroissance, et puis ensuite la mort. C'est un cycle qui est ainsi. On peut le voir à travers les saisons, on peut le voir à travers plein de principes. C'est toujours ainsi que ça se passe, nuit, jour. La nuit est en train de naître, croît, est à son plein, son apogée, et ensuite